Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média et sur Le Média, les indiscrets de Niels Wilke, une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. Au sommaire, il le fait fuiter via son entourage, promis, juré, craché, Emmanuel Macron battu dans les urnes, mais qui aura réussi à éviter une vraie cohabitation, sera discret et laissera travailler son Premier ministre Michel Barnier sans intervenir à tout propos et hors de propos. Pourquoi c'est difficile de croire en ces déclarations d'intention? Niels nous expliquera. Michel Barnier, Premier ministre faible, dépendant des humeurs des députés macronistes et RN, réussira-t-il à construire un gouvernement conforme à ses promesses de diversité politique? On y répondra, on essaiera en tout cas. Et à gauche, les dissensions et les tensions se sont-elles tues à la France insoumise après la grosse crise de la période des législatives et les accusations de purge? On en parle tout de suite. Salut Niels. Salut Théo. Alors Macron met en scène sa nouvelle pratique de pouvoir qu'on pourrait appeler la vraie fausse discrétion. Oui, c'est ça, hein. Alors officiellement, il y a un petit peu de vide, il y a un petit peu de creux dans l'agenda présidentiel, hein. Désormais, donc sans majorité à l'Assemblée, rappelons-le, hein, est obligé de nommer un Premier ministre de droite. Enfin, obligé, il a refusé que la gauche applique son programme, hein. Rappelons que la gauche était arrivée en tête des législatives. Donc voilà notre premier manager de France, désormais flanqué d'un Premier ministre qu'il n'apprécie pas beaucoup, selon son entourage, qui a quand même 30 ans de plus que lui. Et donc, l'agenda du président s'est allégé des contraintes du quotidien. Le président va laisser de l'espace au nouveau Premier ministre, me promet un proche, d'Emmanuel Macron. Il a bien compris que les équilibres ont changé avec la dissolution, mesure-t-on. Et preuve d'ailleurs, les échos s'en sont fait l'écho d'ailleurs, il va laisser Matignon gérer les directeurs d'administration centrale. Alors les administrations centrales, pour la petite histoire, c'est les directions des ministères, comme la DGFIP au ministère du Budget à Bercy, donc qui mettent en œuvre de manière concrète en fait les politiques ministérielles qui sont décidées. Bon, mais en attendant quand même, il va un petit peu occuper le terrain, hein, notre président à sa manière. Donc visite d'une usine Sanofi lundi, ça c'est pour le côté business et santé accessoirement. Déplacement chez Édouard Philippe donc ce jeudi au Havre, hein, on enregistre au moment où il rencontre Édouard Philippe. Et puis la rentrée du Conseil d'État, ça c'était mercredi, donc hier au moment où on enregistre, et c'était l'occasion pour le président de faire passer quelques messages en filigrane pendant son discours. Écoutons-le. L'état de droit ainsi défendu ne signifie pas pour autant la conservation perpétuelle de l'état du droit. Et c'est souvent la confusion qui est faite par beaucoup. Et oui, il nous faut, pour protéger l'état de droit, lui permettre de traverser les époques, ce qui suppose des adaptations, des réformes, pour gagner en efficacité, pour répondre à l'exigence de résultats. Voilà, et donc Macron évoque l'état de droit et ses valeurs, mais il faut aussi des adaptations et des réformes, comme il l'explique. Donc c'est l'occasion pour Macron de tenter de renouer les liens, hein, avec le Conseil d'État, qui est une instance un peu froissée par l'immixtion du président dans la nomination du chef d'une section en février dernier. Macron avait décidé de passer outre les usages et de choisir le deuxième nom de la liste et non le premier qui lui était proposé. Ça avait beaucoup fâché les gardiens du droit du Palais Royal, comme l'avait révélé Le Monde, comme on peut le voir à l'écran. Alors le journal expliquait pudiquement en titre que le choix du président surprenait en interne, Théo. En réalité, c'était un doux euphémisme, hein. Les magistrats étaient quand même assez furieux. Et donc en ces temps troublés, hein, où il n'a plus de majorité, le président voudrait les avoir ou les savoir du bon côté. Mais Macron ne serait pas Macron sans une bonne dose de provocation. Écoutez-le toujours devant les membres du Conseil d'État, la séquence vaut le détour. Le peuple d'aujourd'hui, souverain, qui s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le fait premier en toute démocratie. La souveraineté du peuple, ce sont cette exigence et ce combat. Et à la place qui est la mienne, conformément à mes devoirs, je veillerai toujours à notre souveraineté dans ces aspects évoqués, corollaire de l'indépendance de notre nation. Je sais pouvoir compter sur vous pour en prendre votre part, comme chacun doit s'y employer dans l'unité, la responsabilité, la fermeté sur nos principes démocratiques et républicains.
Voilà, donc pour le président, le peuple est aujourd'hui souverain, s'exprime par le suffrage, qu'il faut toujours prendre en compte parce que c'est le premier en toute démocratie. Donc je peux te dire que ça a provoqué quelques tout-sautements discrets dans l'assistance, selon un témoin de la scène qui me l'a rapporté, puisque rappelons que le président, comme on le disait auparavant, a nommé Barnier à Matignon, alors que LR a obtenu à peine 47 sièges à l'Assemblée. Je ne sais pas si on peut dire que le suffrage des Français a été respecté. Tout est question d'interprétation, Niels, ne soyons pas mauvaise langue. En tout cas, Emmanuel Macron se penche aussi sur l'avenir du parti Renaissance, son parti. Et alors, il y a un changement de braquet. Le président soutient désormais Elisabeth Borne, on en parlait la semaine dernière, alors alias Babou, comme on l'appelle à Renaissance, contre la candidature de Gabriel Attal pour prendre la tête du parti, puisque Stéphane Séjourné va la quitter. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement, hein, lui qui ne pouvait plus supporter son ancienne Premier ministre, qu'il appelait la bouffeuse de graines, comme le relatait Le Monde début janvier, toujours très aimable. Alors en fait, il faut se pencher du côté d'Alexis Collère, hein, le vice-président, celui qu'on surnomme le vice-président, dont on a déjà parlé la semaine dernière, et à sa jeunesse, puisqu'il a milité avec Édouard Philippe au sein du club Opinion Rocardien, ça nous rajeunit pas, c'est le cas de le dire, fondé en 86 à Sciences Po Paris. À l'époque, c'était Jean-Noël Tron, qui est aujourd'hui directeur du CNED, l'enseignement à distance. Alors ils ont eu des voies un petit peu différentes, hein, puisque Édouard Philippe est parti vers la droite à l'UMP par la suite, puis chez LR. Collère, lui, il a servi Pierre Moscovici quand il était ministre des Finances à Bercy, avant de devenir le bras droit de Macron. Alors c'était avant même le lancement de la campagne, hein, en 2016-2017. Et après le départ de Macron du ministère de l'économie, Collère a été embauché à la fameuse compagnie MSC, qui administre aussi un pan entier du port du Havre, hein, comme on peut le voir sur cet article d'Usine Nouvelle. Et en réalité, donc, Collère et Édouard Philippe se connaissaient donc depuis très longtemps. Et c'est Collère notamment qui a emmené Édouard Philippe à Matignon. Rappelez-vous, on l'a vu en tant que secrétaire général de l'Élysée, annoncer que c'était donc Édouard Philippe qui était nommé Premier ministre en 2017. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Et ce qui est drôle, c'est qu'auparavant, le maire du Havre siégeait comme administrateur en tant que maire de la ville, tandis qu'Alexis Collère était administrateur au sein du même conseil, au nom de cette compagnie controversée. Et d'ailleurs, au moment où Alexis Collère a été mis en examen pour de vilains soupçons de prise illégale d'intérêt, c'est Édouard Philippe qui a été le premier à dégainer un communiqué, puis une prise de parole publique en sa faveur. Donc je ne peux en dire que du bien, disait Édouard Philippe à l'époque. Et alors il y a un autre intérêt aussi à mettre la main sur le siège de Renaissance, hein, pour Emmanuel Macron, c'est aussi avoir les informations sur la situation interne du parti, pour court-circuiter éventuellement les velléités de Gabriel Attal pour 2026 au municipal ou 2027 pour la prochaine présidentielle, m'indique un ancien conseiller qui a suivi Macron lors de sa première campagne. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron ira jusqu'à préférer Édouard Philippe à Gabriel Attal dans les circonstances? Vu leurs relations qui sont absolument orageuses, on se souvient là que la semaine dernière, Édouard Philippe avait évoqué en pointillé que la possibilité qu'Emmanuel Macron ne termine pas son mandat avant 2027. Je peux te dire qu'à l'Élysée, il y a eu de l'orage dans l'air, il y a eu une explication orageuse alors pas directement entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais je peux te dire en tout cas que leurs entourages ont pris discussion et que l'intéressé a été prié de mettre l'eau dans son vin, ce qu'il a fait dès le lendemain. Et si on parlait un peu du chemin de croix de Barnier pour former un gouvernement? Oui, alors là, c'est le grand moment, enfin, pour Barnier. Il est arrivé à Matignon, c'est la consécration, hein, 2 fois commissaire européen, négociateur en chef du Brexit, mais que nenni en bon vieux politique français. Seule la France et sa situation nationale comptent. Là, il est au cœur du réacteur, comme on dit dans le jargon politique, mais ce n'est que le début du périple. Alors, avant de te parler de la difficile constitution de l'équipe gouvernementale, un petit focus sur sa communication, puisque son équipe tente un peu de le déringardiser ou de le dérider. Et donc, on le voit là en couve de Paris Match, donc il va sortir ce vendredi 13 septembre. Alors, l'un de ses soutiens reconnaît que c'est un peu old school, hein, pas seulement la photo, mais aussi le magazine. C'est un petit peu gros comme ficelle de com. Mais on apprend dans Paris Match, information d'importance, que le Premier ministre a de l'humour, Sissi Théo.
Comme toi et moi, hein, et les abonnés aux médias, Barnier aime se marrer, nous dit-on, devant les bronzés fonds du ski. On peut lui mettre 10 fois la scène où ils boivent de l'eau de vie. Bon, c'est pas de l'eau de vie, en fait, c'est de la liqueur d'échalote à l'ail dans le film. Ça le fait toujours autant rigoler, relate Paris Match. Voilà une information d'importance. Alors, le film date de 1979, mais il est vrai qu'il est populaire. Et puis, ça permet à Barnier de coller à son image de montagnard. On en parlait la semaine dernière. C'est fort. Remarquez, ça représente bien la Macronie, peut-être, quand elle a vu le résultat de la gauche aux législatives. Bon, mais chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Barnier a quand même montré son vrai visage, celui d'un dirigeant froid, cynique et du vieux monde, cette semaine, quand une jeune journaliste de Public Sénat l'interroge à la sortie de la rentrée parlementaire d'Horizon. Regardez, c'est éloquent. Comment avez-vous été accueilli par Horizon Je viens de vous le dire. C'est marrant, vous écoutez pas, vous. Hein, Vous étiez un peu trop loin, monsieur le Premier ministre, pour nous. J'ai été très touché par l'accueil que j'ai reçu. Voilà, donc tout y est, hein, Théo, le ton méprisant, les rires gras derrière de son entourage, mais aussi des politiciens d'Horizon méprisants en costard, scène 100% masculine, 100% testostéronée, face à une femme journaliste. Et au passage, tu peux noter qu'Édouard Philippe et Christophe Béchu se marrent également. On peut dire que les boys clubs ont encore de bons jours devant eux en politique. Et le gouvernement alors, pour revenir au gouvernement Effectivement, alors c'est pas gagné hein, à écouter l'entourage de Barnier et des macronistes. Hein, donc le nouveau Premier ministre voudrait des poids lourds, m'expliquait en début de semaine l'un de ses soutiens. Sauf qu'en fait, de poids lourds, ce sont surtout des poids tout courts qui font acte de candidature pour le moment, comme Ségolène Royal par exemple, qui déclare partout qu'elle est disponible. Avant même la nomination de Barnier cet été pour Matignon, elle avait dit qu'elle était disponible sur LCI. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Regardez pour le souvenir. Je ne veux pas être ridicule en vous répondant, mais puisque vous me posez la question, soit il n'a pas fait son choix, et compte tenu en effet des appels que je peux recevoir ou des indications que je peux observer et des réponses négatives qui sont données ici ou là, oui, je suis disponible. Je ne suis pas candidate, il n'y a pas d'ouverture de candidature, mais je suis disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine. Voilà donc Matignon ou rien, mais dans le doute, Ségolène Royal ne ferme la porte à rien. Écoutez-la. La question ne se pose pas pour l'instant, d'autant que le président de la République a peut-être déjà choisi. Et comme je suis quelqu'un de poli et de respectueux, c'est tout, je suis disponible. Voilà donc, Ségo est dispo. Oui, Théo, au cas où tu ne l'aurais pas compris, Ségolène Royal est définitivement disponible. Le problème, c'est que personne n'en veut. Et alors, pire, sa candidature spontanée, hein, comme on dit dans le monde du travail, fait rire publiquement ses anciens alliés à gauche et dans la Macronie. Regardez ce qu'en pense la sénatrice PS Laurence Rossignol sur BFM, qui ne retient pas ses coups, ça tire à balles réelles. Ça fait pas d'elle une femme de droite. Non, mais ça n'est pas un sujet, à mon sens, sérieux sur la question politique aujourd'hui. Voilà. Après, si Barnier veut la prendre, si Barnier et Macron veulent la prendre au gouvernement, bah écoutez... Vous leur dites pas bon courage, c'est ça c'est leur affaire. Ouais. C'est leur affaire, ce n'est pas une affaire qui concerne la gauche aujourd'hui. Voilà donc pour résumer Laurence Rossignol, si Macron en veut, prenez-la. Sauf que je vous le disais déjà la semaine dernière, le président a beau être aventureux comme il l'a montré notamment avec la dissolution, il ne peut pas la supporter. Elle était ambassadrice des pôles, elle a été exfiltrée vers la sortie après plusieurs polémiques. Et puis de toute façon, Barnier a toutes les peines du monde à recruter à gauche la vraie gauche. Alors en plus, c'est d'autant plus compliqué pour Barnier que la droite salive d'avance pour les ministères et les ministères les plus importants, dits régaliens, l'intérieur, les affaires étrangères, les armées, etc. Parce que ça fait 12 ans quand même qu'ils n'ont pas été au pouvoir. Hein. Alors il se dit que Wauquiez et Retailleau l'ornent sur l'intérieur à la place de Darmanin. Le problème, c'est que Wauquiez est jugé trop important à l'Assemblée pour tenir le groupe Les Républicains. Et le second est vu comme trop à droite pour les députés Renaissance. C'est vrai que Retailleau, c'est pas franchement un marrant au Sénat. Alors, il y a la députée Les Républicains du Doubs, leur collègue Annie Genevard, qui s'y voit déjà. Alors, elle déclare sur Sud Radio qu'elle accepterait certainement de devenir ministre de l'Éducation nationale. Écoutez. Annie Genevard, le pacte législatif, est-ce que Michel Barnier doit appliquer le pacte législatif, tout le pacte législatif présenté cet été
par Laurent Wauquiez. Un pacte, c'est un document soumis à la délibération et à la discussion. C'est ça que ça veut dire pacte. Ça suppose un interlocuteur. Ça suppose de challenger nos propositions. Pardon pour cet anglicisme, je le retire immédiatement. Oui, surtout mais si vous êtes le futur ministre de l'Éducation. de soumettre nos propositions à la délibération collective. Alors, il y a des lignes rouges. On les a, elles sont connues. Nous ne voulons pas augmenter une fiscalité qui est déjà la plus élevée d'Europe. Nous ne voulons pas que l'on touche aux pensions des retraités. Nous voulons améliorer la rémunération du travail, une meilleure reconnaissance du travail, un meilleur équilibrage entre la solidarité nationale et le travail. Nous ne voulons pas que soit aggravée la situation de l'immigration, qui est déjà bien difficile. Enfin bref, un certain nombre de lignes rouges et de priorités. Parce que, et c'est une chose que j'ai dite au président de la République lorsque nous l'avons vu, il faut des priorités. Dans la situation où se trouve notre pays, on ne peut pas aller tous azimuts, on ne peut pas se perdre et légiférer sur 1000 choses. Il faut se fixer des priorités. On sait quelques textes majeurs. Quelques textes majeurs. Et ne pas surlégiférer dans une Assemblée nationale, et c'est la vice-présidente qui le dit, qui est très fracturée et soumise à des débats qui peuvent être très éruptifs. Donc il faut aller à l'essentiel. Ouais, bon, elle précise quand même qu'elle n'avait pas reçu de proposition formelle. Bon, ça calme, quoi. Oui, tu l'as dit, hein, ça calme. Alors, il y a d'autres noms qui sont évoqués. Le maire de Cannes, David Linard, dont on parlait déjà, qui revient avec insistance. Mais aussi Elisabeth Borne, qui aurait refusé les armées à la place de Lecornu. Vautrin, éventuellement, pourrait récupérer la justice, ou encore le maire de La Baule et conseiller de Macron, Franck Louvrier, qui se met en scène sur Instagram et sur X. Alors on peut le voir expliquer que le nouveau Premier ministre Michel Barnier a beaucoup d'humour, comme chacun le sait. On les voit tous les deux en train de rigoler devant une affiche des Républicains. Voilà, sur France Bleu, on voit aussi Franck Louvrier, pensif, devant son bureau, devant l'écran d'une interview. On le voit aussi expliquer que déjà dans les années 1990, il était très préoccupé par la question écologique. Voilà, tout un tas de petits indices, un petit peu comme le petit poussé et ses petits cailloux. Il y a aussi Carl Olive, dont on ne parle pas assez apparemment, qui a fait pas moins de 3 médias en 3 jours, donc un par jour, pour dire tout le bien qu'il pense de Michel Barnier et se mettre à disposition du Premier ministre. Alors on l'a vu notamment sur Europe 1, regardez face à Sonia Mabrouk. Il faut vraiment faire preuve d'humilité. Après la banane qu'on a pris aux dernières élections législatives. Vous le reconnaissez ? Moi je pense que, juste un tout petit conseil, on devrait la mettre en veilleuse. Mais vous savez, dans le sens littéral du terme, dans veilleuse, il y a veillé. Voilà, il faut qu'on ait effectivement une espèce de faut être force de proposition, premièrement. Moi, je dis qu'évidemment qu'il faut qu'on fasse gagner Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que faire gagner Michel Barnier, c'est faire gagner la France. Très bien, donc, sans ligne rouge, parce que tout le monde a ses lignes, là, apparemment. Tout le monde fixe des barrières à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'à force de mettre des lignes rouges dans chacun des partis politiques, c'est plus des lignes rouges, ça va être la muraille de Chine, voyez-vous. Et c'est certainement pas ce qu'attendent les Français. Les Français veulent enfin que ce pays avance. On a, entre guillemets, la chance, et on le verra à l'épreuve des faits, d'avoir quelqu'un qui coche un certain nombre de cases, qui est capable d'être une courroie de transmission, là où pour l'instant, on avait eu à affaire qu'à des chaînes de déraillement. Donc, soyons raisonnablement optimistes, et puis derrière, nous verrons, l'équation est compliquée. Voilà, on l'a aussi vu sur LCI Théo, au cas où ce ne serait pas assez clair. Et quand j'entends Michel Barnier dire « les idées viendront aussi d'en bas », ça me fait d'autant plus plaisir que c'est pas comme si ça fait quelques mois qu'on réclame que le logiciel puisse changer. Vous aimeriez les porter au gouvernement, ces idées, vous ? Je ne vois pas quelqu'un qui est appelé à dire aujourd'hui, si on veut que le pays avance, dire non, un petit bras d'honneur, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand on est amoureux du pays comme moi je peux l'être, si on peut être utile, il ne faut pas se poser de questions. Il faut faire ce qu'il faut, Niels. Oui, il faut faire ce qu'il faut, donc il ne faut pas se poser de questions selon Carl Olive, mais chanter les louanges du nouveau patron, ça peut aider. Alors il y a aussi le cas d'Aurore Bergé, la ministre dont on parle souvent aux médias. Elle est assez controversée, mais elle pourrait rester à son poste selon mes informations. Alors la raison invoquée, tu vas me demander pourquoi elle resterait ministre alors que, a priori, le résultat des législatives est sans appel, mais parce que les députés Renaissance sont prêts à tout pour qu'elle ne remette pas les pieds à l'Assemblée, me confie un cadre du parti présidentiel. Et d'ailleurs, son compagnon, l'ex-député, lui aussi macroniste, Grégory Besson-Moreau, est une victime collatérale de la détestation d'une partie des macronistes envers Berger.
Il ne sera finalement pas conseiller parlementaire pour Barnier. L'annonce de sa nomination mardi a suscité un tir de barrage à l'Assemblée. Je t'avoue que j'ai rarement vu ça, hein. Officiellement, alors on explique que ce serait ses liens avec l'industrie agroalimentaire qui poseraient problème, ou alors qu'il ne saurait pas faire des deals avec la gauche. Parce que oui, les macronistes espèrent toujours faire des deals avec la gauche, une partie de la gauche, en tout cas dans le cas pratique du pouvoir à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, on m'explique surtout que personne ne veut dealer avec le mec d'Aurore Berger. Je cite, hein, comme en ricane un de ses collègues à l'Assemblée, qui pointe les difficultés relationnelles dont on avait déjà parlé de la ministre démissionnaire à gauche comme à droite, mais aussi son désamour désormais avec Attal, hein, qu'elle a plaqué pour soutenir Elisabeth Borne dans sa course à la tête du parti. On ne se refait pas. Alors l'info a été confirmée par le média de pouvoir, La Lettre. Oui, alors le site rappelle utilement que Grégory Besson-Moreau, donc le conjoint d'Aurore Berger, a employé comme assistant parlementaire le fils de Barnier, Nicolas. Voilà, Nicolas Barnier. Le monde est petit, décidément, Théo, en politique. Donc pour l'heure, pour information, pour nos abonnés, un autre conseiller va inaugurer le pôle parlementaire de Matignon. Ce sera un certain Romain Marlex. Il s'agit d'un ancien collaborateur de Bruno Retailleau au groupe Les Républicains. Voilà, alors en dehors du casse-tête des personnalités, finalement, des ministres, mais quel ministère, Théo? Parce que effectivement, c'est aussi au nouveau Premier ministre de décider des périmètres ministériels avec sa nouvelle équipe. On se souvient qu'à chaque remaniement, on nous annonce que les périmètres des ministères vont être élargis et que la masse ministérielle va rétrécir. En réalité, c'est toujours très compliqué. La preuve avec l'annonce d'un possible ministère de l'immigration qui a médusé la gauche, qui a hurlé contre le retour aux années Sarko. C'est vrai qu'il avait créé ce ministère avec le succès d'ailleurs tout relatif que l'on sait. Alors, pour l'ancienne LFI, Clémentine Autain, qui est passée chez les écolos, ce projet révèle les dividendes versés au RN, en référence à la promesse du parti de Marine Le Pen de ne pas censurer a priori le nouveau gouvernement Barnier. En réalité, c'est toute la droite qui, en coulisses, poussait l'idée du retour d'un ministère de l'immigration. Ce serait un message fort, se réjouissait un soutien de Michel Barnier auprès de France Info, pour qu'une telle décision s'inscrirait dans l'ADN politique du nouveau Premier ministre. Décidément, ça fait envie. Et puis patatras, ce jeudi, donc au moment où on enregistre l'émission, on apprend que Barnier a complètement évacué l'idée d'un ministère de l'immigration devant les députés Modem qu'il a rencontrés hier soir. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai passé quelques coups de fil, comme mes confrères et mes consoeurs d'ailleurs. C'est qu'entre-temps, une partie des macronistes a fait part de son désaccord. Voilà, l'Élysée s'en est mêlé en rappelant à Michel Barnier probablement qu'en décembre, près de 60 députés donc de l'ancienne majorité, à l'époque la majorité, n'avaient pas voté la loi immigration de Gérald Darmanin. En réalité, cette loi donc adoptée au forceps a failli faire exploser l'ancienne majorité présidentielle. Macron n'a pas forcément envie de réitérer cette expérience depuis qu'il n'a définitivement plus de majorité. Alors donc il y a notamment une députée, il y a eu des prises de parole publiques, rares certes, mais qui ont été remarquées, comme Stella Dupont, qui se dit issue de l'aile gauche de la majorité sortante macroniste, qui s'est indignée. Ça commence fort, c'est une priorité dans le moment et dans le contexte. Le cas échéant, le ministère de l'immigration, c'est une chouette idée pour rassembler à l'extrême droite. Voilà donc une bonne ambiance entre macronistes et entre les républicains. En tout cas, remarque, Barnier disait vouloir prendre son temps au début de la semaine. Finalement, il évoquait l'annonce du nouveau gouvernement la semaine prochaine, ça c'était hier, et son équipe a immédiatement rétropédalé, enfin en l'espace de quelques minutes, finalement en parlant d'un objectif. C'est bien de se fixer des objectifs, ça montre surtout que les objectifs sont difficiles à atteindre. Évoquons désormais, Nils, si tu le permets, la gauche et en particulier les Insoumis. Oui, alors ça chauffe un petit peu quand même chez les Insoumis. C'est vrai que les blessures ne sont pas complètement cicatrisées. La preuve avec l'élection de la présidence du groupe parlementaire à l'Assemblée, c'était le 9 juillet dernier. Alors c'est vrai que en principe, l'élection était pliée d'avance, puisque Mathilde Panot, la tenante du titre, était seule en lice pour reprendre la présidence du groupe. Mais la séance ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Elle a demandé, avant le vote donc, de ses camarades députés, s'il y avait un autre candidat volontaire pour prendre la tête du groupe. Eh bien oui, le député de Gironde, Loïc Prudhomme, qu'on voit à l'écran, a levé la main et a demandé à la chef de file sortante des explications sur ce qu'elle pensait de la
purge, avec des guillemets évidemment, ayant eu lieu aux législatives, donc avant les législatives, qui a vu l'exclusion de Clémentine Autain, François Ruffin, enfin, l'exclusion de fait, on va dire. L'exclusion de fait, voilà. Effectivement, après ne pas avoir été réinvestis, ils sont partis, ils ont pris acte, et puis ils sont partis du mouvement. Donc Clémentine Autain, Alexis Corbière, Hendrik Davy, Daniel Simonet, François Ruffin, évidemment. Bon, c'était cet été, évidemment, avant les législatives, et à vrai dire, c'est vrai que la présidente de groupe, donc Mathilde Panot, avait déjà répondu en catimini à la télé à cette question. Elle était déjà pas très à l'aise à l'époque. Regardez. Non mais bon, je passe sur le terme de purge, qui est un terme extrêmement désobligeant et qui n'est pas ce que nous avons fait. Vous avez fait quoi ? Nous avons désinvesti des gens, Madame de Malherbe. C'est pas une purge? Non, ce n'est pas une purge. Sans leur dire et sans qu'ils puissent s'en défendre? Non, ça leur a été communiqué. Lorsque vous avez des personnes... Communiqué, donc il n'y a pas eu de discussion, ils n'ont pas pu se défendre. Qui ne souhaitent pas siéger dans votre groupe politique. Qui sont dans nos meilleures circonscriptions de France. La circonscription d'Alexis Corbière est la meilleure circonscription de France. Il a d'ailleurs été très largement réélu. La France insoumise. Eh bien, je crois qu'il est normal pour un mouvement politique, si on donne des responsabilités pour savoir qui est-ce qu'on investit, qu'on investisse des gens qui siégeront dans le groupe politique. Ça s'appelle juste investir des gens ou désinvestir des gens, ça arrive. Et moi, je dis qu'il n'y a aucun problème à vouloir choisir d'aller avec d'autres groupes politiques ou d'autres partis politiques, mais à ce moment-là, il faut de la clarté pour les électeurs et les électrices. Voilà, donc il y a eu une explication... Et quelques minutes plus tard, il y a quand même 7 insoumis qui ont mis un bulletin Loïc Prud'homme dans l'urne au moment du vote. Alors certes, elle a été réélue à une large majorité, Mathilde Panot. Il n'y a pas de cassure absolue dans le groupe, mais enfin quand même, il y a eu aussi quelques abstentions. C'est ce que j'ai relevé et c'est ce que mes autres confrères et consoeurs, notamment à Mediapart, ont relayé, alors qu'elle avait été réélue à l'unanimité en 2022. Alors c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors certes, dans un premier temps, l'épisode n'a pas fait la une de la presse, pourtant peu suspecte de faire des cadeaux à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise, et ce ne sont pas les abonnés du média qui nous suivent qui diront le contraire. Alors j'avais sollicité la semaine dernière, après avoir appris l'épisode, l'attaché de presse du groupe, qui avait un peu noyé le poisson, reconnaissant qu'il y avait eu un débat tout au plus, qui a duré quelques minutes, mais pas de tension, donc l'affaire a l'air plus compliquée que ça. Alors l'un des camarades de Mathilde Panot et de Loïc Prud'homme m'explique que donc le député Prud'homme, c'est pas un rebelle, c'est plutôt un taiseux, mais qu'il aime les choses carrées, me dit-on. Et au sein du groupe, il y a quand même eu apparemment des doutes sur le leadership de Mathilde Panot, qui est décrite comme peu indépendante, sans autonomie par rapport à la direction du parti. On dit qu'elle couvre la plupart des polémiques qui touchent la France insoumise, le cas Quatennens, etc. Et on se souvient que parmi les députés la France insoumise, seul Loïc Prud'homme, le député donc, de Gironde, et Laïla Chaibi, donc députée européenne, LFI, avait publiquement dénoncé le coup de force, ce qu'ils appellent le coup de force contre leurs camarades non réinvestis aux législatives. Prud'homme, comme d'autres députés, a du mal à se réclamer de Mélenchon dans sa circonscription. Ça pose problème, m'explique l'un de ses camarades, qui évoque aussi évidemment les positionnements de Jean-Luc Mélenchon sur le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Ah, ce sujet, il revient encore sur la table. Oui, c'est vrai, mais plus que le sujet sur le Hamas, sur Israël, le 7 octobre, etc., c'est vraiment la non-investiture des camarades donc depuis partie de la France Insoumise qui a laissé des traces. Et en interne, on se souvient que la direction a tenté de discréditer les partants, 5 députés qui étaient soi-disant sans loyauté, même traités de sociotraîtres parfois, que c'était pas une purge de toute façon, puisque Clémentine Autain et François Ruffin étaient réinvestis, etc. Bon, en réalité, dans le mouvement, personne n'a été dupe. Il n'y a pas eu de prise de parole forte, personne n'ouvre sa bouche, me chuchote un élu la France Insoumise, avec raison, mais on en parle entre nous, me dit-on, et c'est vrai que l'épisode, comme je le disais, a laissé des traces. Il y a aussi eu cette petite séquence captée par Quotidien et relayée par l'équipe de François Ruffin, où l'on entend Mélenchon parler de façon condescendante d'une partie de la population. C'était lors de la manif à Paris le 7 septembre, suite à la nomination du gouvernement. Écoutons. C'est ensuite la stratégie politique de LFI que Jean-Luc Mélenchon va décrypter aux militants. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui ont intérêt à une politique. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller nous.
personne d'autre ira, et ça ne peut pas parler les autres. Voilà, donc tout le reste laissé tomber, dit Mélenchon, ça a provoqué un malaise dans les troupes. Alors la direction m'a expliqué que ce sont des propos incomplets, qu'évidemment Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour l'exclusion des populations, en particulier des zones rurales, mais en interne, ça grince. Ça grince, et en plus, l'interview de François Ruffin avec Apolline de Malherbe sur BFM a remis une pièce dans la machine, Nils. Merci. Absolument, oui. Merci en tout cas à toi, et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Alors allez sur lemediatv.fr/soutien pour nous donner de la force. Donnez-vous de la force aussi en restant connectés aux médias.